vous donner un petit cours aujourd'hui sur l'asthme. On va discuter la prise en charge de l'asthme en 2018 et aussi commencer avec une explication sur les facteurs de risque pour le développement de l'asthme. Suivant. Alors, le programme sera un petit survol sur les facteurs de risque pour développer de l'asthme. Et je vais essayer de concentrer sur des données que j'ai trouvées concernant la population de la Caraïbe et Latino-Amérique. Puis, on va résumer les lignes directrices canadiennes sur le contrôle de l'asthme. Et avec quelques cas d'histoire, essayer de comprendre quand, pourquoi réviser le traitement d'entretien chez un asthmatique. Suivant. OK. Alors, ça, c'est une graphique qui est très importante. Ça démontre que on est né avec une certaine capacité pulmonaire. Et les poumons développent en grande partie avant la gestation, jusqu'à 18 mois après, les alvéoles continuent à agrandir. Vous pouvez voir, si vous êtes né avec des petits poumons, par exemple, après une gestation prématurée, vous allez continuer à garder le plus petit volume pulmonaire pendant toute votre vie. Alors, les gens suivent le trajet qui dépend beaucoup de la grandeur de leur poumon à la naissance. Alors, beaucoup de problèmes asthmatiques et les facteurs de risque pour développer même l'impact plus tard dans la vie sont déjà présents à la naissance. Alors, des gens qui sont nés avec, disons, des petits poumons vont continuer à avoir des petits poumons. Moi, je suis un très bon exemple. J'étais né prématuré et pendant toute ma vie, mon VMS se trouvait autour de 80%, qui est à la limite inférieure de la normale. Et pendant les 30 années que j'ai suivi mon VMS, c'était toujours 78 à 80%. Et je n'ai pas de maladie pulmonaire. Alors, les gens sont nés, comme on est né avec un certain potentiel de hauteur, on est né avec un certain potentiel pour le volume pulmonaire. Suivant. Alors, déjà, c'est un facteur de risque pour développer des maladies pulmonaires chroniques plus tard. Je voudrais vous résumer un peu les risques périnatals chez les enfants dont la mère est asthmatique. Et ça, c'était une étude finlandaise. Excusez-moi pour l'anglisation ici. Mais vous pouvez voir que le facteur de risque pour développer de l'asthme dépend aussi de la naissance prématurée. Alors, si chez les enfants avec naissance prématurée, il y a une vingtaine de pourcents plus de risque pour développer de l'asthme. Si on peut traiter, si les femmes asthmatiques sont traitées pendant leur gestation, le risque de développer de l'asthme est diminué chez l'enfant. Alors, c'est très important de poursuivre un traitement de l'asthme pendant la grossesse. Beaucoup de femmes ont peur de prendre des inhalateurs pendant la grossesse en pensant que les médicaments vont traverser la placenta pour affecter le fœtus. C'est sûr que les médicaments traversent la placenta, mais tout facteur confondu, la meilleure façon d'assurer une bonne naissance, une bonne santé pour l'enfant, c'est de bien maîtriser de l'asthme pendant la gestation. C'est capital pour les mères de bien traiter leur asthme pendant la gestation. Suivant. Alors, ça c'est aussi un peu petit, excusez-moi, mais le risque de l'asthme en enfance selon l'âge gestationnel aussi. Alors, pour les enfants qui sont nés prématurés, s'ils sont nés avant 32 semaines, le risque de développer l'asthme est 4 fois plus élevé. S'ils sont nés entre 32 et 33 semaines de gestation,
le risque est double. Et même une naissance prématurée à 34 à 36 semaines augmente le risque de développer de l'asthme par 50%. Alors, certainement, des naissances prématurées sont un facteur de risque élevé pour le développement de l'asthme dans le futur. Alors, si on peut mettre en place tous les facteurs pour que la femme arrive à 37 semaines ou plus avant la naissance de l'enfant, ça va certainement diminuer le risque de développer l'asthme plus tard dans la vie. Ici, à 37 à 38 semaines, il y a une augmentation de 15% qui n'est pas significative de façon statistique. Suivant. Et le facteur associé avec le risque de l'asthme chez des enfants en Porto Rico. J'ai essayé de trouver des data en Haïti, mais il y avait très peu dans la littérature. Mais j'ai cherché un peu dans les îles de la Caraïbe, et encore, vous pouvez voir que c'est le même facteur de risque. On parle de l'asthme, si les facteurs de risque sont ceux qui sont bien connus. S'il y a une composante génétique, par exemple, si les parents font de l'asthme, le risque de développer de l'asthme est à peu près 4 fois plus élevé. Chez des enfants obèses, le risque de développer l'asthme est quasiment le double. Bien sûr, chez des enfants qui font des allergies, le risque est 4 fois plus élevé, etc., etc. Alors, ce sont des facteurs de risque bien connus et c'est la même chose en Amérique du Nord. Suivant. Et aussi, le développement de la diabète chez la mère pendant la grossesse aussi peuvent augmenter les risques de développer de l'asthme par des mécanismes qui sont peu bien compris, mais en effet, il y a un risque accéléré chez des mères avec un diabète gestationnel pour le fœtus d'avoir moins d'oxygène, moins de maturation dans le développement des poumons, plus de l'inflammation au niveau du poumon. Alors, c'est une autre chose qui est important à bien contrôler pendant la grossesse. Si la femme fait de la diabète, il faut maîtriser la diabète aussi bien que possible pour essayer de diminuer le risque de l'asthme plus tard chez leurs enfants. Alors, l'environnement du fœtus pendant la grossesse est très important. Et on sait à l'heure actuelle que même des femmes qui habitent dans les régions avec beaucoup de pollution dans l'atmosphère, ou les femmes qui font des infections virales pendant la grossesse, augmentent le risque pour leurs enfants de développer de l'asthme pendant leur jeunesse. Suivant. On sait aussi que les femmes qui allaitent diminuent le risque pour développer de l'asthme. Alors, ici, on voit que, on regarde le FEV1, ça c'est le VMS, c'est une mesure de débit expiratoire, et on voit que chez les mères qui allaitent, on augmente le VMS. Alors, il faut essayer de favoriser une bonne grossesse et encourager l'allaitement pour au moins 6 mois si possible. Et il y a un effet positif pour augmenter la fonction pulmonaire. Suivant. On sait très bien que l'obésité favorise le développement de l'asthme. Et on sait que depuis les dernières 20-30 années en Amérique du Nord et en Europe surtout, il y a une épidémie de l'obésité qui est associée en même temps avec une augmentation importante dans l'incidence de l'asthme. Et on pense qu'il y a probablement 2 mécanismes qui sont en fonction. D'abord, l'obésité est associée avec une inflammation généralisée par tout le corps qui favorise par exemple le développement de l'hypertension artérielle et la diabète, mais également de l'asthme. Et puis, il y a un facteur mécanique aussi. Chez des gens obèses, l'obésité de l'abdomen pousse contre le thorax et diminue la capacité respiratoire fonctionnelle.
ça va affecter le muscle lisse des bronches et ils seront dans une position défavorable pour la construction et ça va augmenter la hyperactivité bronchique. Et on sait par exemple chez des grands obèses en Amérique du Nord, si on pratique la chirurgie bariatrique et ils perdent 50 à 100 kg, leur asthme peut disparaître complètement, sans médication. Alors on sait qu'il y a des facteurs mécaniques de l'obésité et aussi une inflammation induite par l'obésité qui augmente le risque de l'asthme. Alors si on pourrait contrôler l'obésité chez des jeunes, on pourrait diminuer l'incidence de l'asthme. Suivant. Tabagisme et l'asthme aussi, bien sûr. Malheureusement, même en Amérique du Nord, 20% des asthmatiques sont des fumeurs. Et bien sûr, les asthmatiques ont plus de risques d'avoir une perte de la fonction pulmonaire accélérée et le tabagisme va augmenter ce risque. On sait aussi que l'asthme est un facteur de risque pour développer de l'MPOC chez des fumeurs. Alors, on parle toujours du fait qu'un fumeur sur 5 pourrait développer l'MPOC et c'est un asthmatique sur 3 qui fume qui pourrait développer l'MPOC. Alors, chez des asthmatiques qui fument, il y a certainement des risques pour une accélération de la perte de la fonction pulmonaire. Suivant. On sait aussi que si les parents fument, si les enfants sont exposés à la fumée passive, le contrôle de l'asthme est beaucoup pire. Il y a une augmentation ici de 40% dans les exacerbations de l'asthme chez les enfants dont les parents fument. Et ce sont des datas que j'ai trouvées concernant des enfants aux États-Unis, mais d'origine africo- et latino-américaine. Alors, dans cette population des enfants, s'ils sont exposés à la fumée passive à la maison, il y a une augmentation importante dans les exacerbations de l'asthme, des hospitalisations dues à l'asthme, la quantité de stéroïdes par voie orale qui sont requis pour traiter leur exacerbation de l'asthme. Alors, il faut insister sur le fait que les parents ne devraient pas fumer à la maison. Même chose pour la pollution aérienne. En fait, ce sont des dates tirées des données latino-américaines et de la Caraïbe. Malheureusement, je n'avais pas des dates spécifiques pour la Haïti. C'est ce qu'on appelle une forest plot. Une forest plot regarde toutes les études qui ont été faites et puis on fait ce qu'on appelle une méta-analyse sur toutes ces données pour essayer de trouver un facteur en commun. Et si le petit diamant se trouve d'un côté de la ligne centrale, ça veut dire qu'il y a une favorisation de ce facteur. Alors, on voit ici qu'il y a une augmentation d'à peu près 30% dans le développement de l'asthme en association avec l'exposition à la pollution. Alors, on parle toujours de traiter de l'asthme avec des médicaments. Mais il y a, et ça c'est capital, mais les médicaments ne vont pas empêcher le développement de l'asthme. Il y a à l'heure actuelle 350 millions de cas de l'asthme à travers le monde. Et je pense que le défi pour l'avenir, c'est essayer d'empêcher le développement de l'asthme avant que ça ne commence. Et ce sont des facteurs socio-économiques qui seront capitaux pour essayer de diminuer la quantité de l'asthme à l'échelle mondiale dans l'avenir. Suivant. L'autre chose qui est vraiment très importante pour les exacerbations de l'asthme, c'est les infections virales.
la grande majorité des exacerbations de l'asthme sont causées par des infections virales et aussi des infections virales en jeune enfance, chez des enfants qui ont une probabilité génétique de développer de l'asthme, pourrait provoquer de l'asthme. Et en effet, le virus le plus important comme facteur de risque pour développer de l'asthme chez des enfants génétiquement en risque, c'est le rhume, c'est le rhinovirus, le rhume commun. Et quasiment tous les enfants sont atteints par ce genre de virus. Et chez des gens dont les parents les avaient donné une génétique plus portée à développer de l'asthme, les infections virales dans la jeune enfance augmentent de 5 à 10 fois le risque de développer de l'asthme pour la vie. Malheureusement, on ne peut pas empêcher les virus. Suivant. C'est ça. Alors, si on prend tout ça ensemble pour résumer la première partie de cette cour, je ne sais pas si vous reconnaissez ce monsieur, ça c'est Bernie Sanders. C'était le sénateur de Vermont aux États-Unis qui voulait devenir président des États-Unis. Et ça, il est appelé un socialiste aux États-Unis. Alors, moi je me demande si lui est devenu président des États-Unis plutôt que le monsieur qui est là en place à l'heure actuelle. Peut-être on aura eu des changements dans les politiques gouvernementales qui pourraient à la longue favoriser des conditions pour diminuer le développement de l'asthme mondialement. Il faut, à l'échelle mondiale, essayer de diminuer l'utilisation et l'exposition passive au tabac, surtout dans des maisons ou avec jeunes enfants, réduction dans l'exposition aux aéro-irritantes comme des allergènes à l'intérieur, à l'extérieur, la pollution, les allergènes à l'extérieur et aussi des conditions au travail pour empêcher le développement de l'asthme provoqué par les conditions de travail. Une réduction de l'obésité chez les enfants, ça c'est un gros problème en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est encore un problème en Haïti, mais certainement le risque de l'asthme chez des enfants ont doublé ou triplé en Amérique du Nord depuis la dernière 20 années et c'est fortement associé avec l'épidémie d'obésité. J'ai parlé de la santé fœto-maternelle qui est capitale. Alors, il faut penser d'empêcher le développement de l'asthme même chez la femme enceinte. Bien sûr, des campagnes de vaccination chez des enfants et chez des mères enceintes et combattre les inégalités sociales. Ça sera la façon à longue échelle de diminuer la quantité de l'asthme sur une échelle mondiale. Suivant. Mais quand même, il faut savoir quoi faire avec nos asthmatiques qui ont de l'asthme à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on pourrait les traiter? Et ça, c'est les lignes directrices canadiennes qui nous démontrent que avant de commencer à traiter de l'asthme, il faut toujours confirmer le diagnostic. Et même au Canada, la grande majorité des cas de l'asthme ne sont pas bien confirmés par la spirométrie avec les tests de fonction pulmonaire. Et on sait très bien que 30% des cas de soi-disant l'asthme diagnostiqué par un médecin sans utilisation de la spirométrie ne sont pas vraiment de l'asthme. Et on traite les gens pour rien. J'ai 30%, même au Canada, aux États-Unis, un grand nombre de patients sont appelés des asthmatiques, mais ils n'ont pas de l'asthme parce qu'on n'a pas pris le soin de le confirmer avec des tests de fonction pulmonaire. Une fois qu'on avait confirmé le diagnostic, bien sûr, la grande majorité de nos patients vont garder un bronchodilatateur de courte durée d'action, genre de salbutamol, à utiliser à la demande, mais on espère qu'un asthme bien maîtrisé va faire en sorte qu'on va utiliser très peu de ces bronchodilatateurs de courte durée d'action.
et comment est-ce qu'on peut maîtriser de l'asthme pour que les patients n'ont pas besoin d'utiliser leur bronchodilatateur fréquemment. Ça, c'est avec des traitements anti-inflammatoires. Et surtout des pompes qui contiennent la corticostéroïde. Alors, il y a toutes sortes de marques qui sont disponibles. Et en effet, ça ne prend pas de grandes doses pour traiter la grande majorité de nos patients. Ce que ça prend, c'est une utilisation régulière. Et ça, c'est un grand problème au Canada et aux États-Unis et probablement chez vous aussi. C'est que les médicaments sont dispendieux. Les gens n'aiment pas prendre des médicaments de toute façon. Et dès qu'ils commencent à se sentir un tout petit peu mieux, ils laissent tomber les médicaments, les inhalateurs. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur parce que chez un asthmatique, c'est un problème génétique et environnemental, et l'inflammation va toujours revenir. Alors, même quand un patient se sent très bien, il devrait continuer à utiliser une petite dose d'un corticostéroïde en inhalation. Et on peut parfois substituer des agents antileucotrènes, genre de Montelukast par exemple, mais ils sont pas mal moins efficaces que des corticostéroïdes en inhalation. Alors, moi je sais quand une de mes patients arrive avec une mauvaise maîtrise de leur maladie, c'est probablement parce qu'ils ont cessé de prendre leurs médicaments à la dose recommandée. Pour des patients où une petite dose de corticostéroïdes en inhalation n'est pas suffisante, on peut augmenter les doses et puis éventuellement ajouter des bronchodilatateurs de longue durée d'action et augmenter les doses au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, il y a un petit nombre de patients avec un asthme très sévère qui ont besoin d'utiliser le cortisone à tous les jours. Il y a à l'heure actuelle aussi des médicaments très dispendieux, des anticorps monoclonaux pour traiter de l'asthme très très sévère, médicaments contre les anti-IgE, les anti-interleukin 5 par exemple. Mais c'est des médicaments qui coûtent 25 000 $ par année et même au Canada sont disponibles juste pour un petit nombre de patients. Alors, le message le plus important, et si vous tirez un message de tout mon discours aujourd'hui, c'est qu'on devrait utiliser des médicaments, des inhalateurs anti-inflammatoires de façon chronique. Et même quand le patient se sent bien, on peut diminuer la dose, mais on ne devrait jamais l'arrêter complètement. Et aussi, avant de dire que le médicament est efficace ou pas, il faut toujours vérifier que le patient a vraiment acheté ce médicament, qu'il sait très bien comment le prendre. La technique est importante. Le problématique avec tous les médicaments inhalateurs, c'est qu'on ne peut pas juste les avaler comme une pilule. Même si le médicament est efficace en principe, si la technique d'inhalation n'est pas bonne, le médicament ne va pas arriver au poumon et il ne va pas marcher, même si en principe c'est un bon médicament. Alors il faut toujours vérifier la technique et on pourrait utiliser aussi des aérochambres qui sont des petits appareils qui améliorent la possibilité d'inhaler le médicament comme il faut. Alors, je ne sais pas si vous avez des infirmières ou des inhalothérapeutes disponibles pour voir, ou les pharmaciens pour voir la technique avec vos patients. Et ça, c'est essentiel, parce que souvent, c'est une mauvaise technique et le médicament n'arrive pas au poumon comme ça devrait. Suivant. Alors, on va faire un cas d'histoire pour voir comment on peut utiliser des médicaments au fur et à mesure que le patient devient de plus en plus pire. On parle ici d'un jeune homme qui est un étudiant qui fait de l'asthme depuis son enfance, mais depuis que son chat a été écarté de domicile, il se sent bien, mais il a encore des symptômes de l'asthme quand il joue au basket en été. Ici, on joue au hockey en hiver à l'extérieur. Des fois, peut provoquer de bronchospasme. Alors, il utilise son inhalateur bleu, son salbutamol, 2 fois par semaine.
et il voudrait que vous lui prescrivez un inhalateur, et vous dites, OK, ça semble que tout va bien, vous utilisez la pompe juste 1 ou 2 fois par semaine, on continue comme ça. Suivant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la première étape de le traitement de l'asthme, selon l'échelle, ce qu'on appelle GINA, Global Initiative for Asthma. Alors, ça, c'est la façon dont on fait la catégorisation de traitement de l'asthme. Il y a 5 étapes de l'asthme léger jusqu'à l'asthme le plus grave. Alors, si on peut bien maîtriser notre asthme rien qu'en utilisant un bêta-agoniste de courte durée d'action, ça veut dire que vous prenez le salbutamol 1 ou 2 fois par semaine et le reste du temps, tout va bien. Vous êtes dans l'étape 1 de GINA, comme ce jeune monsieur. Si ça ne marche pas, on va monter dans d'autres étapes et on va suivre ces étapes au fur et à mesure. Suivant. Alors, le cas continue. Il allait bien, mais 2 années plus tard, ce jeune monsieur avait une infection virale. Il y a 4 mois. Il était obligé d'augmenter l'inhalateur bleu, le salbutamol, et de prendre de façon quotidienne maintenant. Pas juste 1 ou 2 fois par semaine. Et depuis quelques semaines maintenant, il s'est levé dans la nuit pour prendre son ventilateur bleu, son inhalateur bleu. Et il doit manquer des cours, il ne peut pas jouer au sport. Vous faites une spirométrie et vous voyez que le 20 EMS, la quantité de volume expiré dans la première seconde, est réduit à 65% de la valeur prévue. Et on voit qu'il y a une obstruction aussi dans les débits expiratoires avec un rapport de VMS sur capacité vitale forcée, moins que 70%. Ça implique qu'il y a une obstruction. On donne un bronchodilatateur et on voit qu'il y a une bonne amélioration. On améliore par 500 litres, 21% d'amélioration. Alors ça confirme qu'il s'agit de l'asthme et on voit qu'il y a la possibilité pour cette personne d'augmenter, d'améliorer sa fonction pulmonaire. Il est toujours juste sur un bronchodilatateur de courte durée d'action. C'est quoi nos options thérapeutiques? Suivant. Comme j'ai mentionné avant, la deuxième étape. Et ça, c'est une basse dose de corticostéroïdes en inhalation. Ça, c'est le traitement typique. Et alors, normalement, on aurait débuté une pompe comme, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez disponible chez vous, fluticasone ou budesonide ou mometasone, ou cyclesonide, n'importe quelle de ces pompes, le moindre dose, un le matin, un le soir. Ça, c'est la prochaine étape à faire chez quelqu'un qui utilise son bêta-agoniste de courte durée d'action de façon fréquente. Alors, suivant. Et cette graphique nous démontre l'importance de prendre des corticostéroïdes en inhalation de façon chronique. Ça, c'est une étude publiée dans le New England Journal of Medicine qui est tirée des données canadiennes dans la province de Saskatchewan qui se trouve dans le centre du pays du Canada, qui avait démontré que si on utilise un inhalateur de corticostéroïdes par mois, ça veut dire que si vous avez une prescription pour un inhalateur par mois et vous prenez vraiment tous vos inhalateurs, le risque de décès de l'asthme tombe de façon dramatique. Alors, il n'y a quasiment aucun décès chez les asthmatiques pour les patients qui utilisent le corticostéroïde en inhalation de façon régulière. Et même si les patients ne vous écoutent pas bien, et ils utilisent juste la moitié de ce que vous proposez, quand même, ça diminue le risque de mortalité de façon drastique. Alors, c'est très important pour les patients d'utiliser un corticostéroïde d'inhalation en principe à tous les jours et un inhalateur par mois. Même s'ils n'utilisent pas comme vous le demandez, mais ils vous suivent la plupart de vos instructions,
le risque de mortalité est grandement diminué. Alors, c'est essentiel pour les patients de continuer à utiliser une corticosteroïde en inhalation, même en basse dose. C'est mieux que rien. Now, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un très bon contrôle nécessairement de leur asthme, mais la mortalité serait drastiquement diminuée. Suivant. Et en fait, c'est un genre de méta-analyse encore. On utilise ce qu'on appelle ces forest plots. Et si le petit diamant se trouve d'un côté de la ligne, ça veut dire que ça favorise cette action. Alors, on avait comparé de traiter des asthmatiques avec placebo, ça veut dire juste salbutamol, ou ajouter des stéroïdes. Et vous pouvez voir que le risque sur les exacerbations est beaucoup plus diminué chez des patients qui prennent des stéroïdes de façon routine. Alors, plus que 50% de réduction en exacerbation de l'asthme si on utilise un corticostéroïde en inhalation à basse dose, mais de façon chronique. Suivant. Et puis, sur les recommandations de Gina, on avait mentionné aussi la possibilité de prendre des pilules anti-leucotriènes. Le seul qui est disponible au Canada à l'heure actuelle est Montelukast. Ce sont des médicaments anti-inflammatoires légers et ils sont efficaces. Mais si on fait une comparaison avec les corticostéroïdes en inhalation, le diamant se trouve de côté de stéroïdes. Alors, en principe, c'est une alternative, mais un peu moins efficace que les corticostéroïdes en inhalation. Mais si quelqu'un ne peut pas utiliser une stéroïde en inhalation pour une raison ou d'autre, une pilule anti-leucotriène est une alternative, un second choix. Suivant. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller directement à un médicament qui contient un stéroïde et un bronchodilatateur de longue durée d'action? Ces études démontrent que ce n'est pas toujours nécessaire. Suivant. C'est ça. Alors, chez des retournez en arrière. Oui. OK. Chez des patients qui ne prennent que des bronchodilatateurs de courte durée d'action, mais qui font de l'asthme très léger, vous voyez qu'il y a un risque de à peu près une exacerbation par année. Si on ajoute un corticostéroïde en inhalation, ça c'est le budesonide, 200 microgrammes 2 fois par jour, on peut diminuer les risques par 2/3. Si on ajoute à cette budesonide une bêta-agoniste de longue durée d'action, le formoterol, il n'y a pas d'amélioration importante. Alors, chez des asthmatiques vraiment légers, tout ce que ça prend, c'est un corticostéroïde en inhalation pour réduire les exacerbations sévères. On n'a pas besoin d'ajouter une bêta-agoniste de longue durée d'action. Chez des asthmatiques légers. Suivant. Ici, j'ai juste une liste de tous les inhalateurs avec des corticostéroïdes qui sont disponibles au Canada. N'importe quel. Ils sont tous plus ou moins égaux. C'est juste une question de disponibilité, de prix, etc. L'important, c'est de prendre régulièrement. Suivant. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait décidé de donner une basse dose de fluticasone 2 fois par jour, la plus basse dose qui existe, et le patient arrive plus tard très bien. Son test de souffle maintenant 94% de la valeur prédite et il se sent très bien. Mais une année plus tard, il revient après un séjour en France. En France, sa chambre était très humide et comme chez beaucoup de Français, son coloc était fumeur. Alors, il arrive avec une mauvaise contrôle de son asthme et le VMS a chuté encore à 68%, malgré le fait qu'il continue à utiliser son fluticasone. Qu'est-ce qu'on peut faire? Suivant. Alors, les recommandations sont 2 possibilités. On peut augmenter la dose de corticostéroïdes à la place de 125, par exemple, passer à 250
ou 500 microgrammes de fluticasone 2 fois par jour. Mais c'est encore plus efficace si c'est disponible d'aller directement à un produit de combinaison avec une bêta-agoniste de longue durée d'action. Ils sont un peu plus dispendieux, certainement. Genre de médicaments comme budesonide formoterol ou fluticasone salmeterol, ce qu'on appelle Seretide en Angleterre, Advair en Amérique du Nord, ou Symbicort, ou Zenhil. Alors, pour des patients où les corticosteroïdes d'inhalation à basse dose ne sont pas efficaces, ça c'est quand même leur recommandation préférable et je vais vous démontrer pourquoi. Mais ils sont plus dispendieux. Alors, si vos patients ne peuvent pas afforder d'acheter ce genre de produit, il faut au moins augmenter la dose de corticosteroïdes à une dose plus élevée. Suivant. La raison pour laquelle on préfère aller à un produit de combinaison, c'est que l'effet bénéfique d'un médicament anti-inflammatoire fait un plateau le plus qu'on augmente la dose. Alors, on voit que la plupart de la réponse thérapeutique se trouve dans la première inhalation ou deux de la médication. Et après, il y a une légère amélioration quand on augmente les doses, mais un effet un peu plateau, mais les effets secondaires augmentent. Alors, la dose idéale pour les corticosteroïdes en inhalation, c'est une dose ici où on a la plus grande partie de la réponse bénéfique sans beaucoup d'effets secondaires. Et ça, c'est une dose BID de n'importe quelle stéroïde inhalation. Et c'est pour cette raison que ça, c'est le produit recommandé en premier lieu. Mais bien sûr, pour des patients qui ne sont pas bien maîtrisés, on peut aller avec des doses de stéroïdes en inhalation un peu plus élevées, ou bien, si vos patients ont accès, suivant, on préfère aller à un produit de combinaison. Parce que chez des gens qui sont déjà sur un corticosteroïde en inhalation, par exemple, ceux qui prennent déjà le budesonide, le Pulmicort 200 BID, et qui font des exacerbations, si on double la dose, on arrive dans cet effet plateau et il n'y a pas une bonne amélioration pour les exacerbations. Suivant. Mais si par contre on ajoute une bêta-agoniste de longue durée d'action comme le formoterol, là la combinaison diminue les exacerbations sévères. Alors c'est plus efficace d'ajouter une bêta-agoniste de longue durée d'action plutôt que doubler la dose de l'inhalateur de corticosteroïdes. Mais si vous n'avez pas accès à ça, c'est quand même l'option. Suivant. Et des études, des méta-analyses, comme on avait démontré avant, le forest plot, si on compare la combinaison de stéroïdes avec une bêta-agoniste de longue durée d'action par rapport à une dose de stéroïdes à haute dose, ça favorise quand même le produit de combinaison. Et c'est pour cette raison que les recommandations internationales et les lignes directrices canadiennes favorisent un produit de combinaison si une corticosteroïde en inhalation à basse dose n'est pas efficace. Mais je comprends que ce n'est pas toujours disponible. Même ici, ce n'est pas tout le monde qui peut payer ça. Suivant. Alors le cas continue. On avait décidé d'ajouter une bêta-agoniste de longue durée d'action. Alors on arrive à une combinaison de fluticasone avec salmeterol. Ici, le nom de marque c'est Advair. On donne 2 inhalations 2 fois par jour et le patient améliore beaucoup. Le VMS maintenant à 98%, il se sent très très bien. Mais alors, il vous raconte que son frère est malade aussi avec de l'asthme et malgré le fait qu'il utilise déjà le même produit, le Advair, 2 inhalations 2 fois par jour, à une dose comme lui il prend, son frère n'est pas bien maîtrisé. Il utilise son inhalateur 10 fois par semaine. Il a besoin de prendre le cortisone en pilule plusieurs fois par année. Son VMS, sa fonction pulmonaire, n'est pas idéale. C'est quoi les options thérapeutiques? Suivant. Alors, c'est la 4e étape. Et ça, c'est d'aller à le produit de combinaison, mais à la plus haute dose. Alors, on passe de Advair 125
Advair 250 ou Advair 500, ou de Symbicort de 2 à 4 à 8 inhalations par jour, etc., etc. Suivant. Parce qu'on voit que si on passe des produits de combinaison à basse dose, ça c'est le budesonide formoterol à basse dose, à une dose 4 fois plus élevée, il y a un effet bénéfique sur les exacerbations. Alors, si quelqu'un prend déjà un produit de combinaison à basse dose et qui continue à faire des exacerbations, aller à une dose plus élevée va avoir un effet bénéfique. Alors, on passe de l'étape 3 à l'étape 4, une dose moyenne à une dose élevée de produits de combinaison. Suivant. Ce qu'on avait fait chez ce monsieur, on avait doublé la dose de fluticasone salmeterol et il se sent beaucoup mieux. Sa test de souffle avait augmenté, mais quand même, ce n'est pas parfait. Et il vous demande, il vous dit que quand il fait beaucoup d'exercices, malgré le fait qu'il se sent déjà mieux, il se sent encore un peu essoufflé. Il demande est-ce qu'on peut ajouter autre chose, par exemple. Encore. Suivant. Alors, oui, on peut ajouter ce qu'on appelle des anticholinergiques de longue durée d'action, genre de médicaments comme le tiotropium. C'est le genre de médication qui est utilisé depuis longue date pour traiter de l'emphysème et de l'MPOC. Mais on sait aussi à l'heure actuelle que chez des asthmatiques qui se trouvent déjà sur des produits de combinaison à la plus grande dose et qui, malgré ça, ne sont pas maîtrisés de façon idéale, on pourrait aussi ajouter un anticholinergique, un antimuscarinique de longue durée d'action, comme le tiotropium, et ça pourrait aider à augmenter la fonction pulmonaire et à diminuer les exacerbations. À l'heure suivante, à l'heure actuelle, ici, c'est d'autres données pour démontrer que même chez des asthmatiques qui prennent déjà une corticosteroïde en inhalation et une bêta-agoniste de longue durée d'action, si on ajoute, et qui ne sont pas bien maîtrisés, si on ajoute une anticholinergique de longue durée d'action, on pourrait augmenter la fonction pulmonaire. Suivant. Et on pourrait aussi diminuer les exacerbations. Si c'est les exacerbations qui sont diminuées quand le tiotropium était ajouté au corticosteroïde en inhalation et au bêta-agoniste. Alors, ça c'est aussi une option, mais bien sûr, il y a un certain prix pour payer pour ces médicaments et ce n'est pas nécessairement disponible à tout le monde, mais c'est efficace. Suivant. OK, alors, on avait, depuis 2015, Gina avait ajouté les anticholinergiques à longue durée d'action dans l'étape 4. Alors, pour des patients qui ne sont pas maîtrisés, bien maîtrisés sur une dose de corticosteroïdes et bêta-agonistes de longue durée d'action, à faible dose, on passe à plus forte dose, et puis on peut toujours ajouter une anticholinergique de longue durée d'action. Suivant. C'est ça. Suivant. Est-ce que c'est utile chez des patients mal maîtrisés sur des hautes doses des inhalateurs d'ajouter une antileucotriène? Pas vraiment. Les antileucotriènes sont vraiment efficaces pour de l'asthme léger, bien que les corticosteroïdes d'inhalation sont préférables. Mais si quelqu'un se trouve déjà sur un bêta-agoniste de longue durée d'action, avec un corticosteroïde en inhalation, à haute dose, et ne pas bien maîtrisé, c'est mieux d'ajouter une anticholinergique de longue durée d'action plutôt qu'un antileucotriène. Ils ne sont pas tellement efficaces chez des patients qui se trouvent déjà sur des hautes doses de produits de combinaison. Suivant. Et on va terminer bientôt, mais chez des patients qui ne sont pas bien maîtrisés à cette étape 4, quelles sont les alternatives? En général, ces patients se trouvent corticodépendants
on les donne la prednisone de façon quotidienne à basse dose, mais bien sûr, et c'est efficace. Et c'est pas dispendieux. Mais bien sûr, il y a plein des effets secondaires à long terme. Alors, on essaie de remplacer une stéroïde de façon chronique avec d'autres médicaments. Et il y a des options très, très dispendieuses qui sont maintenant en place pour l'asthme très, très sévère. Et je ne sais pas si ces médicaments sont disponibles à l'heure actuelle en Haïti. Ici, au Québec, ils sont disponibles, mais comme ils sont très dispendieux, il faut vraiment passer par une procédure très réglementée pour obtenir la couverture, soit par des compagnies d'assurance ou par le gouvernement. Des médicaments qui coûtent 20 à 30 000 $ par année, mais qui pourraient être efficaces. Je peux dire que dans notre clinique d'asthme sévère à l'Université McGill, on a peut-être 200 patients qui se trouvent sur 200 sur 5000 patients qui se trouvent sur ce genre de médication. Alors, c'est une alternative éventuelle pour un petit nombre de patients. Suivant. OK, suivant. Bon. Ben, je pense que la prochaine diapositive était ma dernière diapositive. C'est juste pour démontrer, oui, mes conclusions. Les conclusions, c'est que l'asthme est une maladie fréquente. Je vous avais démontré un algorithme de traitement en 5 étapes. Vraiment, l'essentiel, c'est de confirmer le diagnostic avec la spirométrie si c'est disponible. Et surtout, une fois que vos patients sont diagnostiqués, de donner un traitement anti-inflammatoire de façon chronique, pas juste pour 2 semaines ou 4 semaines jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux. Une fois qu'ils se sentent mieux, essayez de diminuer la dose, mais continuez avec la plus basse dose qui contrôle la maladie. Comment savoir que la maladie est bien contrôlée? Un asthme bien maîtrisé, le patient n'aura pas besoin de prendre son salbutamol que plus que 1, 2, 3 fois par semaine. S'ils ont besoin de prendre ça tous les jours, quasiment tous les jours, il faut augmenter la dose de corticosteroïdes en inhalation. Et si le patient a accès à un produit de combinaison, changez pour ça. Alors, je ne sais pas si on peut répondre à quelques questions. Si vous avez des questions, et s'il y a